Allons-y, on va vous présenter tout ça. Morgane, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi pour Mais commencer? oui, merci. Donc moi, je suis consultante et formatrice. Je suis On la refait, c'est le début. Allez, hop, c'est Je suis reparti. C'est indépendante. s'autorise. Je suis indépendante depuis presque 3 ans. Je suis ingénieure environnement de formation. J'ai démarré en tant que responsable QSE et assez vite, en fait, j'ai intégré la RSE dans mes activités. Moi, j'ai travaillé dans les secteurs du BTP, des déchets, de la logistique, du transport, hein, principalement. Et aujourd'hui, je travaille toujours pour ces secteurs-là, mais en faisant du conseil, de la formation, de l'audit. Et j'allie, c'est pour ça que c'est le sujet que j'adore, puisque au quotidien, dans mes missions auprès de mes clients, je fais la jonction, je fais ce lien entre QSE et RSE. Je viens m'appuyer sur des systèmes de management qualité ou QSE pour venir derrière implémenter de la RSE dans la stratégie. Ou alors, j'utilise des outils de système de management pour structurer la démarche RSE. Donc, en permanence, je fais ces ponts-là. Je l'enseigne aussi, je fais aussi des formations sur ces sujets-là. Donc, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce sujet. C'est beaucoup, Morgane. D'ailleurs, hein, je vois dans le chat, hein, on a beaucoup de personnes qui occupent des fonctions qualité et qui réfléchissent aussi à intégrer justement la RSE dans leur système de management et dans leur démarche qualité actuelle. Donc, ça rejoint vraiment ton parcours et ce que tu fais au Mm. quotidien avec tes clients et les personnes que tu accompagnes. Donc, c'est parfait. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Pour ma part, du coup, Victor Matteucci, je suis directeur des activités de Pixfor en France et en Europe. Et du coup, Pixfor, c'est quoi? C'est un système de management de la qualité qui englobe une démarche processus, une démarche risque et une démarche d'amélioration continue. Donc l'idée, c'est un petit peu de mêler un petit peu tout ça dans un système de management intégré. Donc là, le sujet d'aujourd'hui m'intéresse tout particulièrement aussi. Donc on va se renvoyer un peu la balle avec Morgane. Avec joie. Si ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez assister à une démonstration du logiciel, mais la semaine prochaine, on vous donnera toutes les infos le moment venu à la fin. Donc, on va se concentrer maintenant sur le sujet qui nous amène ici aujourd'hui, hein. Finalement, c'est comment allier dans un système de management à la fois la démarche qualité, à la fois la démarche RSE, avec le prisme notamment un peu RSE que ben, pour la plupart, vous connaissez peut-être un peu moins que le sujet qualité, puisque ben, nous, en général, hein, les gens qui nous suivent sur LinkedIn sont plutôt du profil qualité, vous le confirmez hein, aussi avec vos interventions dans le chat. Mais effectivement, ça pourra aussi permettre de compléter les connaissances de ceux qui sont également plutôt avec une teinte RSE. Donc, je pense que c'est un sujet qui va intéresser tout le monde. Au programme, vous le voyez, un programme bien dense. J'en profite aussi pour préciser en réponse à une question que j'ai vue passer qu'il n'y aura pas forcément de slides qui seront transmises, mais par contre, vu que vous êtes inscrit au webinaire, eh bien, vous aurez le lien de replay qui vous sera accessible et donc vous pourrez bien sûr revisionner tout ce qu'on se sera dit aujourd'hui. Voilà, on va commencer par la partie sur les bénéfices de la responsabilité sociétale. C'est un petit peu le rappel de ce qu'on a fait la dernière fois, de ce qu'on a vu ensemble la dernière fois avec Morgane. On fera une introduction là-dessus rapide. On verra ensuite le lien qui existe finalement entre responsabilité sociétale et QSE. Et ensuite, on va un petit peu voir, selon la structure HLS hein, qui est suivie par l'ISO 9001, mais pas que, comment finalement la RSE vient s'accorder à tout ça. D'ailleurs, RSE, RSO, je vois on a plutôt choisi le terme RS. C'est pas anodin non plus. Donc, voilà, vous découvrirez tout ça lors de ce webinaire. Et derrière, on va faire une petite conclusion également pour ouvrir un petit peu les chakras. Donc, démarrons sur un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois ensemble avec Morgane. Donc, déjà, la définition de la RSE, hein, on commence par les bases. Il y a, on va dire, deux façons de définir la RSE qu'on peut retenir pour pas trop se prendre la tête. C'est déjà le lien avec le développement durable, la RSE qui peut être vue comme une contribution de l'entreprise au développement durable. Donc, finalement, on est déjà dans quelque chose d'assez teinté. Là, vous voyez le petit schéma qui s'affiche avec ces zones d'intercroisement entre la société, l'économie et l'environnement. Donc, c'est finalement trouver qu'est-ce qui va être équitable, viable et vivable à l'avenir et comment nos organisations peuvent contribuer à élaborer ce type d'environnement. Euh, on a une autre définition qui est celle de l'ISO 26000
qui est un peu plus stricte et un peu plus cadrée, hein, bien sûr, puisqu'elle est mentionnée dans l'ISO. Donc la RSE, c'est la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis du bien commun, du vivant, la responsabilité pour les générations futures également, du maintenant. Donc là, on a un petit schéma également qui illustre ça, qu'on avait développé avec un peu plus de détails la dernière fois. Mais du coup, c'est comment finalement l'organisation exerce sa responsabilité pour limiter ses impacts négatifs sur l'ensemble de ces aspects-là. Donc peut-être, je ne sais pas si Morgane, tu voulais compléter un petit peu sur cette partie définition, si je me suis pas C'est trop très noyé. bien. Et puis, je dirais que se mettre au service du bien commun, voilà, ça peut aussi être une définition très courte de ce qu'est la responsabilité sociétale. Finalement, une définition assez positive. Et ce qu'on retrouve, ce qu'on retrouvait hein, sur le dernier webinaire que l'on a fait, c'était un peu la conclusion à laquelle on était arrivé, c'est qu'il y a des bonnes raisons aussi d'y aller. Hein. Ce n'est pas juste pour faire joli et pour dire qu'on est gentil et que tout est beau. Hein. Ce n'est pas que quelque chose de woke, hein, comme on a pu le lire dans les commentaires la dernière fois. C'est aussi quelque chose qui est intéressant de mettre en place pour toute organisation, et ce pour trois raisons principales. La première, c'est qu'on va participer à la pérennité de notre organisation, puisque Morgane l'avait bien dit la dernière fois. Aujourd'hui, on est dans un monde, enfin, et on le sera toujours d'ailleurs, hein, dans un monde fini. Si on veut réussir avec son organisation ou collectivement dans un monde fini, eh bien, il faut penser pérennité. Et du coup, comment je fais pour finalement optimiser ma consommation de ressources, l'énergie aussi de mes ressources internes, dégagée par mes ressources internes, pour faire de mon organisation une organisation compétitive dans la durée. Et donc ça va préserver les capacités de production et de satisfaction aussi de nos parties prenantes. Donc c'est un aspect vraiment très important. Deuxième aspect, donc prendre en compte la RSE, c'est prendre aussi en compte une attente forte des clients, des parties prenantes, hein, au sens large d'ailleurs, hein, les fournisseurs aussi, même maintenant, et des collaborateurs. Euh, je pense que vous avez toutes et tous été déjà confrontés à des cas de figure où il y a des recrutements qui se font dans vos structures et où finalement il y a certains peut-être candidats qui ne vont pas aller au bout du process parce que ils sont touchés finalement par l'évolution de la société, par les respects des critères de développement durable, etc., et qui veulent s'inscrire dans des organisations qui respectent ces éléments-là. Donc ça, déjà, ça a forcément un impact sur les ressources internes et les gens que vous allez pouvoir recruter, mais aussi, bien sûr, la perception de votre organisation par l'extérieur, par votre environnement, que ce soit donc les clients, les fournisseurs ou tout type de parties prenantes. Donc vous allez avoir un effet positif et un gain aussi de l'image de marque finalement. Et vous allez avoir aussi l'engagement et l'impact positif de l'organisation, qui est le troisième grand aspect sur lequel on avait insisté. Donc, vous participez du coup à une démarche qui va permettre progressivement à ce que la société, dans son ensemble, s'améliore et de préserver aussi bien finalement ce qui fait aujourd'hui que le monde est vivable, le monde est agréable et que finalement on peut continuer d'entreprendre, de développer, d'innover. Voilà, c'est ces trois vraiment aspects fondamentaux qui font que la RSE, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas du greenwashing, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça participe activement à la pérennité, à la compétitivité et aux bonnes ententes avec vos parties prenantes et avec votre image de marque. Donc, c'est vraiment des sujets aujourd'hui qui sont, à mon sens, indissociables des sujets qualité. On va voir maintenant le lien entre l'ARS et la QSE. Et du coup, je vais laisser plus la parole à partir de maintenant à Morgane qui va nous livrer un petit peu toute sa connaissance sur le sujet. Merci, Victor. Donc là, vous avez un schéma qui est issu de l'ISO 26000, hein, qui est la norme qui donne les lignes directrices de la responsabilité sociétale. On y retrouve donc les 7 questions centrales. Et j'entends dire assez souvent par des personnes qui découvrent le sujet, voilà comment ces personnes-là placent où se trouve la 9001, où se trouve la 45001, où se trouvent les sujets 14001 et 50001 sur ces questions centrales-là. Alors oui, mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Et du coup, je vais te demander de mettre la diapo d'après pour zoomer. Et donc, sur la diapo d'après, on retrouve notre schéma. Sauf là, je suis venue zoomer sur chaque question centrale de l'ISO 26000 et je vous ai mis ce qu'on appelle les domaines d'action, ce que la norme appelle les domaines d'action. Ça peut être des sous-thématiques.
Elles sont légèrement reformulées sur cette diapo, mais toutes les thématiques sont là. Et en fait, bah, vous voyez que ce que j'ai mis en jaune, c'est tout ce qui peut être, tout ce qui est déjà couvert dans nos normes QSE. Si on prend les 3 normes QSE classiques, eh ben, on couvre déjà tout ça. Alors évidemment, fonction de votre niveau de maturité, fonction de comment vous avez euh, adressé, enfin construit votre système de management, est-ce que vous l'avez fait avec sérieux, etc. Par exemple, quand vous identifiez l'ensemble de vos parties intéressées, est-ce que vous allez assez loin dans leurs attentes, leurs besoins, etc. Bien sûr que du coup, ça va plus ou moins couvrir, entre guillemets, le sujet que j'ai mis en jaune, mais en tout cas, dans l'absolu, normalement, dans tout système QSE, on devrait avoir tous ces sujets-là qui sont couverts. Donc c'est bien parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la QSE, bah, c'est une super base pour aller plus loin et derrière aller intégrer la RSE dans sa stratégie. En revanche, et ça va être mon mot d'aujourd'hui, c'est pas suffisant. D'accord? Il y a plein de choses qui ne sont pas encore en place quand on fait de la QSE au sens normatif du terme au niveau des normes ISO. Il manque pas mal de choses pour aller sur de la RSE, mais on a une super base. Donc c'est ce qu'on va voir comment. Et on a choisi de vous le découper par chapitre. D'accord? Du coup, tu peux expliquer, tu peux réexpliquer, mais je pense que les personnes connaissent la structure HLS pour qu'on fasse le lien. Oui, tout à fait. Donc, cette structure HLS, hein, pour ceux qui connaîtraient un peu moins, c'est finalement une sorte de tronc commun à toutes les normes de management aujourd'hui. Et en fait, c'est une structure, donc elle respecte un certain squelette, on va dire, qui sont les 10 points là, que vous trouvez juste en dessous. Donc, à la fois le fait de définir le domaine d'application, les références normatives auxquelles on va faire allusion, les termes et définitions précis, le contexte de l'organisme, l'implication du leadership et l'aspect leadership tout court, la planification des actions et le soutien aussi à ces actions, le fonctionnement, l'évaluation des performances et l'amélioration. Donc finalement, on va retrouver ce cadre commun sur toutes les normes de management. Et on va le voir, du coup, on est assez habitué en tant que professionnel de la qualité à le voir appliqué à la logique qualité, mais en fin de compte, on va retrouver cette même structure HLS pour la logique responsabilité sociétale, ce qui est particulièrement intéressant puisque ça va nous permettre d'articuler assez facilement ce que l'on fait déjà quand on fait de la qualité pour aller chercher des objectifs RSE également. Donc, on va pouvoir voir tout ça. On va décomposer un petit peu chapitre par chapitre pour en fait que sur tout le long de la structure, vous vous rendiez compte des proximités qui existent entre ces deux modes de raisonnement. Donc déjà, si on prend les chapitres 1 à 3 de la structure high level, eh bien, on va retrouver dans la partie qualité, aussi bien que dans la partie RSE, la définition du domaine d'application. Donc là, on va avoir finalement sensiblement la même chose. On va définir d'un côté le périmètre du SMQ et de l'autre côté définir les thématiques RSE. Donc là, jusque-là, rien de, vraiment révolutionnaire. De la même façon, on va dire, bon, ben, finalement, pour ce qui est de l'ISO 9001, eh bien, on a d'autres normes en support qui arrivent comme l'ISO 9000. Pour la RSE, on a l'ISO 26000. Peut-être d'ailleurs qu'on pourra en redire un mot, Morgane, de l'ISO 26000 pour ceux qui ne connaissent pas en intro de ce que tu présenteras après. On a d'autres éléments aussi qui peuvent nous servir de base. Et du coup, on va avoir aussi à définir des termes. Donc, on a tout un vocabulaire qualité qui va venir. Par exemple, avec l'ISO 9001, on parle de produits, de satisfaction client, etc. Et on va avoir aussi une terminologie RSE qui est propre, mais on va le voir, il y a par exemple partie prenante, c'est quelque chose qu'on retrouve assez facilement aussi dans le vocabulaire qualité. Après, développement durable, c'est sûr qu'il est un peu plus apporté par la dimension RSE. Mais voilà, globalement, sur ces 3 premiers chapitres, on n'a pas vraiment de grande surprise. On est sur de la définition assez classique. Morgane, du coup, je pense que tu avais un point aussi que tu voulais préciser par rapport à tout ça. Oui, je voulais préciser, puisque cette structure HLS dont tu as présenté les premiers chapitres, elle sert à quoi? Elle sert à l'amélioration continue. D'accord? C'est la base, c'est pour ça qu'elle a été définie. Et en fait, c'est quoi du coup l'amélioration en responsabilité sociétale? Eh ben, c'est quand on obtient des améliorations mutuellement bénéfiques pour l'ensemble de ces parties prenantes. Et dans les parties prenantes, j'en reparle tout à l'heure, mais on n'oublie pas qu'en RSE, on va intégrer la nature, les générations futures, la société avec un grand S,
Donc voilà, c'est une définition qui s'applique aussi à la responsabilité sociétale. Le terme amélioration se retrouve beaucoup dans la fameuse norme ISO 26000. Et cette norme ISO 26000, en revanche, elle n'est pas structurée en norme de système de management. Vous ne trouverez pas la structure HLS dans la norme ISO 26000, puisque c'est une norme qui donne des lignes directrices et non pas des exigences. Et ce n'est pas un système de management, ce n'est pas une norme de système de management. Mais l'AFNOR, à la demande justement des parties prenantes, a rédigé une norme qui fait le lien entre l'ISO 26000 et les normes de système de management QSE et a expliqué comment finalement on pouvait restructurer ça sous format HLS, système de management. Cette norme-là, c'est la X30036. J'en reparle un peu plus loin, vous l'aurez affiché à l'écran. Mais c'est des choses, tout ce que je vais vous raconter là aujourd'hui, ça vient pas de ma poche, c'est documenté. Il y a bien une norme qui fait ce pont-là entre l'ISO 26000 et les normes de système de management. Ok, merci. Je pense effectivement que c'est une précision indispensable. Du coup, ben, on va continuer à suivre un petit peu cette ligne directrice donnée par l'AFNOR et ce travail qui a été réalisé, parce que je pense que c'est effectivement quelque chose qui parle beaucoup aux différents professionnels de la qualité et auditeurs là, qu'on a aujourd'hui, auditeurs et auditrices d'ailleurs. Donc, on va parler maintenant du chapitre 4. Donc, voilà, on aura balayé les trois premiers assez rapidement, puisqu'il n'y a pas de révolution majeure par rapport à ça. Maintenant, on va détailler un petit peu plus le chapitre 4 du contexte. Par rapport à ce chapitre, il y a notamment, ben, quand on y pense en termes qualité, la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées, notamment des clients. Maintenant, à quoi ça rime quand on le met sous le prisme de la RSE? Eh bien, on a deux pratiques qui sont fondamentales, qui sont les principes fondamentaux, c'est comme ça que c'est écrit au niveau de la responsabilité sociétale. On a l'identification des besoins et attentes des parties prenantes. Il y a un des 7 principes clés qui est la prise en considération des parties prenantes. Comme je vous le disais, parties prenantes, c'est au sens large, c'est-à-dire qu'on va aller regarder la société, la nature, les générations futures, ça en fait partie, et la détermination des enjeux de l'organisation. Voilà nos deux principes fondamentaux. Finalement, on retrouve aussi ça au niveau de nos normes de système de management. Donc là, je vous ai mis la partie intéressée. Alors, comment on fait concrètement quand on part d'un système de management de la qualité? Eh bien, on va venir compléter. Vous avez une première liste de parties intéressées au regard de votre satisfaction client. Et ben maintenant, comme on va élargir les sujets, puisqu'on va prendre en considération la responsabilité sociétale, on va de fait élargir aussi l'identification des parties prenantes. Donc, on va aller regarder celles qui n'existent pas dans notre système de management actuel, qu'on n'avait pas identifié, et on va aller regarder ce que ça peut donner. Et puis, on va faire pareil, on va aller les hiérarchiser parce qu'elles n'ont peut-être pas toutes le même niveau d'importance, et puis elles n'ont peut-être pas le même niveau de relation. Certaines seront des parties prenantes directes et d'autres indirectes, d'accord? Donc, on va pouvoir comme ça aller identifier des acteurs de la filière, des concurrents avec qui on pourrait créer un consortium. C'est tout à fait légal. Je ne parle pas d'entente illicite de façon illégale où on s'entend sur les prix. Là, je parle de consortium entre concurrents pour impacter positivement nos clients. Ça s'encadre, c'est légal. Et on va pouvoir comme ça aller adresser des sujets et créer de l'impact positif, par exemple en supprimant de l'emballage. Voilà, mais le fait de le faire entre plusieurs concurrents, ça permet de faciliter les choses. On va aller regarder aussi des associations, des ONG, peut-être les communautés qui sont touchées par les externalités négatives de votre entreprise et la société civile, la nature, les générations futures, etc. Un petit point sur une des questions centrales, qui est la question centrale relative aux consommateurs. Elle est libellée telle qu'elle dans la norme ISO 26000, mais bien sûr, si vous êtes en B2B, c'est consommateur égale client. Il y a pas de problème là-dessus. Et si vous êtes en B2B2C, par exemple, c'est pareil, au niveau responsabilité sociétale, vous allez regarder aussi l'usage qui est fait, même si ce n'est pas vos clients directs. Donc, on va pareil, on va élargir ça et on va prendre en considération l'usager final ou le consommateur final, fonction de la terminologie de votre secteur d'activité.
Et enfin, dernier point, le dialogue avec les parties prenantes est très important en responsabilité sociétale. Dans un système de management QSE, on parle d'écoute des parties intéressées. La RSE demande d'aller plus loin que ça. On est vraiment sur le dialogue, c'est une notion de réciprocité. Ça permet de prendre des décisions éclairées, ça permet d'élargir sa sphère d'influence et donc d'avoir un impact positif, euh, indirect ou direct. Ça permet d'avoir cette fameuse amélioration dans un cas de mutuellement bénéfique. Voilà, donc c'est ça qu'on met derrière. Et donc ça aussi, ça fait partie des fondamentaux. Et puis, si tu veux bien passer la slide d'après, on va parler de l'identification des enjeux. Euh, oui, c'est ça. Donc là, vous avez peut-être entendu parler du terme analyse de double matérialité. L'analyse de double matérialité, on va le faire simplement, c'est l'évaluation, la hiérarchisation de l'importance des enjeux, en l'occurrence sociétaux, puisque c'est ce qui nous concerne. Alors, je vous ai mis un petit schéma pour expliquer pourquoi on dit double matérialité. On a la matérialité d'impact qui est celle que vous connaissez certainement le plus, notamment si vous faites de la 14001. Donc, c'est en quoi mon organisation impacte l'extérieur. Est-ce que je pollue de l'air? Voilà, hop, c'est ma matérialité d'impact. Et puis, peut-être ce que vous avez un peu moins l'habitude, quoique dans les normes de système de management, on a l'analyse des risques, c'est comment l'extérieur impacte mon entreprise, notamment sur les risques financiers. Risques financiers au sens large, hein, prenez en considération ce qui touche les opérations, ce qui touche la réputation, ce qui touche la conformité réglementaire, etc. Donc, double matérialité, c'est ces deux sens-là. Et pourquoi je vous en parle, au-delà du fait que c'est une très bonne méthodologie pour identifier ces enjeux sociétaux, eh ben, c'est qu'on a un amendement A1. Vous l'avez vu passer, cet amendement à A1. Alors, dites-nous si vous ne l'avez pas vu passer. Tapez-le sur Internet tout à l'heure, hein, restez avec nous. Tapez-le sur Internet, vous allez le trouver, il est accessible. Il a été intégré ou il va finir d'être intégré, mais en tout cas, à terme, il le sera dans toutes les normes de système de management. Et il demande quoi? Eh ben, il demande que vous, en tant qu'organisme, vous déterminiez si des enjeux découlent des changements climatiques et est-ce que les parties intéressées, vos parties intéressées, peuvent avoir des exigences relatives au changement climatique. Et ça, même si vous êtes dans une norme de système de management qualité, 9001 par exemple. Voilà, donc ça, c'est du coup, bah, voilà, ils sont en train de vous dire, tiens, regardez la matérialité financière, regardez en quoi le changement climatique, qui est un enjeu sociétal, environnemental en l'occurrence, mais même sociétal, au sens où on va toucher des communautés bien au-delà que juste nos collaborateurs, et en quoi ça vous impacte au niveau risque financier. Alors, un exemple très concret, hein, euh, si vous travaillez en extérieur, par exemple, du BTP, avec des températures à plus de 50 degrés, voire plus en plein soleil, vous allez forcément avoir des difficultés à maintenir une forte productivité. Vous risquez d'avoir plus d'accidents. Donc, ça va impacter le business à un moment donné. Je vous prends un autre exemple. Et donc, la réglementation a d'ailleurs commencé à bouger hein, au niveau du BTP pour intégrer ça dans les pauses et les conditions de travail. Un autre exemple, marque pas du tout connue, Porsche, qui, par exemple, a eu sur sa chaîne d'approvisionnement de très fortes inondations de ses sous-traitants sur l'aluminium, qui a dû annoncer au marché qu'il ne pourrait pas produire ce qui était prévu et qui a perdu du coup 5% de sa valeur boursière parce que les investisseurs hein, ont pris peur en disant votre chaîne d'approvisionnement, elle n'est pas sécurisée. Vous n'avez pas pris en compte le risque par rapport à ces événements-là. Or, on sait que le changement climatique va intensifier les épisodes météorologiques extrêmes et donc il faut appréhender le risque financier lié, par exemple, à des inondations. Et ça, c'est ce que vous demande en fait l'amendement, de vous poser la question s'il y a des enjeux qui découlent des changements climatiques. Donc, voilà la méthodo. Et puis, tu peux passer la diapo d'après sur ce que ça peut donc donner une fois qu'on a fait tout le travail. L'analyse de double matérialité, elle va nous permettre donc d'identifier nos priorités stratégiques. Donc ça, vous avez l'habitude de le faire dans vos systèmes de management. Je vous ai refait pareil le même exemple avec le climat, mais en le représentant graphiquement sur une matrice
c'est ce qu'on voit assez souvent maintenant. Et on va aller regarder ce qui est important, donc matériel, à la fois en termes de matérialité d'impact et en termes de matérialité financière. Voilà, donc on va pouvoir comme ça étendre ce que vous utilisiez déjà pour identifier vos enjeux, hein. On peut récupérer le Pestel, le SWOT, etc. C'est aussi des outils évidemment utilisables, même en responsabilité sociétale. Ça marche très bien. Il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude si ça fonctionne pour vous, si ce n'est que vous allez étendre à une plus grande liste d'enjeux. Tu peux avancer. Parfait, merci. Avance sur le chapitre 4, 5, pardon, le chapitre leadership. Donc là, quand on pense qualité ISO 9001, on parle d'implication de la direction, définition de la politique qualité, avec l'implication aussi de la direction, les rôles et les responsabilités de chacun. Donc maintenant, comment aussi on va décliner ça quand on va penser responsabilité sociétale? Alors moi, je voulais faire un petit aparté sur déjà comment j'embarque ma direction, parce que ça marche très bien ce côté leadership quand la direction est parfaitement impliquée et à connaissance des enjeux sociétaux, etc. Mais vous pouvez nous le dire dans le chat, est-ce que tout le monde parmi vous pense et est convaincu que sa direction est déjà moteur sur ces sujets-là ou pas du tout? Si vous pouvez nous donner une note de 1 à 5, 1, 5 qui sont super moteurs, 1 pas du tout. En tout cas, moi, je vais vous donner du coup très rapidement quelque chose qui est employé notamment par le programme de la CEC, les Conventions des entreprises pour le climat. C'est pas eux qui l'ont inventé, mais ils l'utilisent fortement. C'est l'approche tête, cœur, corps. Alors, rapidement, ce que ça veut dire, eh ben, avec la tête, vous allez pouvoir montrer en quoi la RSE, elle renforce la performance globale, surtout la pérennité du modèle d'affaires de votre organisation, la gestion des risques, la création de valeur, l'alignement avec les attentes du marché. Et donc, avec la tête, vous allez faire un peu ce qu'on a fait au précédent webinaire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des études de cas, des statistiques, on va aller regarder aussi ce que font les concurrents pour démontrer hein, scientifiquement, hein, on va aller regarder sur des choses aussi très scientifiques, on va être très factuel, montrer qu'il faut qu'on bouge. Ensuite, avec le cœur, on va plutôt aller toucher de l'ordre de l'émotion. On va reconnecter la direction à la raison d'être, finalement, à l'impact aussi de leurs décisions sur l'ensemble des parties prenantes. En gros, posez-leur la question de mais pourquoi vous vous levez tous les matins pour aller bosser? Finalement, remettre du sens dans ce qu'on fait au quotidien, quelles traces ils veulent laisser finalement sur cette terre. S'ils ont des enfants, ce qui n'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais si jamais ils en avaient, est-ce que ils voudraient, quel monde ils voudraient leur laisser, etc. Donc on va être sur l'émotion. Et puis le corps, c'est le côté physique, c'est le côté un peu plus concret, sensoriel. Donc on va donner à voir concrètement comment intégrer la responsabilité sociétale dans les pratiques existantes. On va aller chercher donc différents leviers, on va y aller par étapes. Et donc, ça peut être de leur faire visiter des entreprises pour qui ça a fonctionné. Ça peut être dans votre chaîne de valeur, hein, des fournisseurs, des sous-traitants, des clients. On va aller voir des conférences. On va discuter avec d'autres entrepreneurs, donc peut-être adhérer à des collectifs. Vous avez par exemple la CEC, j'en ai parlé, Mouvement Impact France. Vous avez Gen Act, Gen Act, aussi, qui est en train de se démarrer, là, se structurer. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut physiquement y aller. Et le fait d'être dans un collectif, eh ben, ça engage et ça permet aussi de voir que c'est possible. Intéressant en tout cas les échanges qui ont lieu au sein du chat. Là, je vois que, on a une évaluation un peu de l'implication de la direction dans les différentes structures de nos participants. On voit qu'il y a des directions qui sont très engagées, il y en a qui sont moins, donc déjà dans l'approche qualité. Donc je pense que cette démarche même tête, cœur, corps, hein, elle peut être utilisée, y compris pour sensibiliser au sujet qualité. Oui, Et ah du oui. coup, Mm, mm. c'est assez smart finalement comme façon de fonctionner. Vous pouvez utiliser ces astuces pour les sujets que vous menez déjà activement aujourd'hui. Et du coup, c'est intéressant puisque ça rejoint un petit peu les enquêtes, enfin, la grande enquête hein, qu'on mène régulièrement, le baromètre de la performance des organisations, qui parle notamment de qualité, de risk management, d'amélioration, etc. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce que disent nos participants, à savoir que effectivement, il y a un peu un maillage aujourd'hui où la direction est plus ou moins impliquée. Il y a quand même une tendance assez positive aujourd'hui
où la direction s'implique de plus en plus dans ces sujets. Et donc, on pourrait imaginer aussi que la direction soit progressivement de plus en plus impliquée dans les sujets RSE aussi, puisque on l'a vu, ça rejoint les thématiques en fait de performance. Ça faisait partie des grands enseignements qu'on avait tirés de notre première entrevue il y a quelques semaines de cela. Donc, très, très Tout à fait. intéressant et merci à toutes et tous pour vos participations dans le chat qui continuent de Et je nous fais un éclairer. petit teasing pour que vous restiez jusqu'à la fin sur ce sujet-là. Je vous montrerai un atelier qui utilise cette méthode-là, mais qui surtout permet d'impliquer ces équipes de direction et de les mettre sur le chemin justement de la responsabilité sociétale. Donc restez avec nous, je vous en parle à la fin. Quelque chose de très concret. Donc, je continue sur notre histoire de leadership. Alors, cherchez pas plus loin, hein. Leadership, gouvernance, c'est pareil. Donc, on va pas se prendre la tête. En fait, effectivement, la responsabilité sociétale emploie le terme gouvernance, mais c'est la même chose, d'accord? C'est comment je prends mes décisions, comment j'engage l'entreprise, comment j'alloue les bonnes ressources. Voilà, c'est bien tout ça. Et on va pouvoir du coup avoir comme ça une gouvernance, donc une équipe de direction avec une gouvernance plus ou moins partagée, parce qu'on voit il y a différents modes de gouvernance, qui va pouvoir fixer un cap, d'accord? Donc ça, vous l'avez déjà hein, sur les principes qualité. Là, on va l'étendre encore une fois aux enjeux sociétaux. On va définir la mission de l'entreprise et on va clairement redéfinir la mission de l'entreprise parce que, bah, oui, si déjà son principe même de mission, c'est une mission qui est délétère sur un certain nombre d'enjeux sociétaux, bah, déjà, j'ai un problème. Donc, oui, on va se poser ces questions-là. Et comment la mission peut être bah, du coup plus contributive, voire même régénérative pour ceux qui ont beaucoup d'ambition. Et c'est l'objectif qu'on devrait tous avoir, mais le chemin est long. Quelle est la vision que j'ai justement, quel est mon niveau d'ambition que je mets derrière ça, et puis quelles sont les valeurs aussi que je partage, et donc je vais pouvoir fédérer aussi, encore une fois, sur ce sens au travail autour de ces sujets-là. La responsabilité sociétale, elle a des principes qui fédèrent hein, la plupart du temps. Alors bien sûr, il y aura toujours des réfractaires, mais on reste quand même sur des principes fédérateurs, et donc faut s'en servir, il faut s'appuyer là-dessus. Donc on va déployer notre système comme en qualité qui s'inscrit dans les valeurs de l'entreprise, dans la culture de l'organisation. Et là, je vous ai mis aussi en illustration les 7 principes clés qui sont cités donc, par l'ISO 26000, donc les 7 principes de la responsabilité sociétale. Et on va retrouver donc des valeurs qui peuvent être chères à l'entreprise sans même avoir imaginé que ça faisait partie de la RSE. La transparence, par exemple, la redevabilité, les droits de l'homme, la prise en considération des parties prenantes, de l'intérêt des parties prenantes, le principe de l'égalité, c'est-à-dire être conforme à la législation, l'éthique des affaires, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. On le voit d'ailleurs dans les propositions de nouvelles versions ISO 9001 qu'il y aura peut-être une dimension éthique des affaires hein, qui sera intégrée dans la future norme. Voilà, donc ça, c'est des choses finalement sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sur cette composante, cette thématique gouvernance. Donc, pour pouvoir contribuer au pilotage de la démarche RSE, comme vous faites pour piloter finalement votre démarche qualité, bah, vous allez vous appuyer sur le leadership. Vous allez fixer des objectifs. Enfin, en tout cas, la gouvernance va fixer des objectifs, va donner des moyens, va prendre des décisions. Encore une fois, voilà, on va garder tous les outils que vous avez qui fonctionnent pour structurer ça. Vous allez les étendre aux enjeux sociétaux. Vous allez les étendre peut-être avec des nouveaux objectifs. Mais les outils en tant que tels, si vous avez bien calé sur un PDCA, bah, ça fonctionne très très bien. On va pouvoir conserver ça. Si vous avez une politique qualité qui définit bien les objectifs qualitatifs et quantitatifs, bah, vous allez peut-être pouvoir la reprendre et l'élargir aux enjeux sociétaux avec des objectifs sociétaux, etc. Si vous avez des tableaux d'indicateurs, de reporting pour pouvoir mesurer l'avancement et l'atteinte de vos objectifs, pareil, servez-vous-en. En fait, on va élargir à d'autres enjeux, à d'autres parties prenantes, mais on peut tout à fait utiliser les mêmes outils. Merci beaucoup, Morgane. D'ailleurs, ça va rejoindre aussi la partie du chapitre 6 de la structure HLS, hein, planification. On va voir aussi il y a beaucoup de choses encore en commun qu'on peut aller adapter. Notamment, ben, on sait qu'en qualité,
on est beaucoup sur bon, à la fois la définition des objectifs, mais aussi de plus en plus l'analyse des risques et opportunités qui a fait son apparition dans l'ISO 9001 2015, aspect qu'on pressent comme étant renforcé dans la future ISO 9001 2026 en cours de préparation. Finalement, tu l'as déjà un petit peu teasé hein, dans ce que tu disais avant, mais c'est une approche qui est aussi assez caractéristique de la démarche RSE et donc qui peut, si on déclenche une démarche responsabilité sociétale, venir aussi en soutien de tout ce qu'on met en œuvre côté qualité Exactement. pour prendre en compte cette démarche risque. Tout à fait. On va évidemment travailler sur cette analyse de risques et d'opportunités. Si vous avez une méthodologie qui fonctionne, eh ben, gardez-la. Si elle n'est pas tout à fait optimale, eh ben, profitez de ça pour l'améliorer. Mais en tout cas, c'est qu'un outil. La finalité, c'est quoi? C'est que ça va nous permettre, en l'étendant à ces enjeux sociétaux, d'aller identifier des nouveaux types de risques. Peut-être que vous n'avez pas identifié des problématiques de recrutement ou de fidélisation des collaborateurs. Le dérèglement climatique, peut-être que vous n'aviez pas imaginé ou analysé les risques financiers, par exemple. Tout ce qui va être votre proactivité par rapport aux régulateurs, donc toute la législation. Ça, voilà, c'est peut-être des nouveaux types de risques qui peuvent arriver. J'aurais pu aussi ajouter les risques de réputation. Oui, bah, je l'ai. Il est inscrit, le risque de réputation. C'est aussi, voilà, alors, opportunité ou risque, hein, à vous de voir sous quel angle vous le regardez. Mais effectivement, on va pouvoir élargir à ça et derrière, eh ben, se pérenniser, hein. Tout l'objectif, finalement, c'est ça, c'est de pérenniser l'entreprise, de l'inscrire sur le temps long. Et donc, comment on fait ça? Eh ben, on va pouvoir adresser ces différents risques et opportunités, la différenciation, par exemple, l'innovation, la marque employeur. Et c'est que des exemples, hein, mais on va pouvoir aller chercher ça et la responsabilité sociétale, finalement, c'est qu'un prétexte hein, à aller chercher ces différentes opportunités puisque derrière, c'est qu'est-ce qu'on met opérationnellement pour adresser ça. Et donc, vous avez par exemple des entreprises je vais prendre Interface par exemple, qui ont une ambition d'être entreprise à visée régénérative et qui investissent très fortement dans de l'innovation produit pour justement déjà réduire au maximum de chez maximum leurs externalités négatives et même générer de l'impact positif par l'innovation produit. Donc, voilà, ça va être des leviers pour améliorer et aller adresser ces nouveaux enjeux. Au niveau de votre conformité réglementaire, eh ben, c'est un prérequis, d'accord? C'est-à-dire que finalement, la responsabilité sociétale, elle ne démarre qu'après. Elle démarre quand ça devient volontaire. Le principe de l'égalité, ça fait partie des 7 principes clés et c'est un prérequis, c'est un fondamental, c'est un des fondamentaux. Donc, d'abord, on se met en conformité et après, on va chercher à aller au-delà. Il en va de votre crédibilité, hein, c'est-à-dire quand vous allez commencer à communiquer sur on a intégré de la responsabilité sociétale dans notre stratégie. Attention à avoir bien checké en amont cette partie conformité réglementaire parce que vous pouvez être rattrapé par la patrouille, comme on dit, et manquer de crédibilité aux yeux de vos parties prenantes. Ce serait bien dommage. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? En fait, si votre méthode, pareil, elle fonctionne, conservez-la. N'oubliez pas que c'est en 2 temps. J'analyse les textes qui me sont applicables et j'analyse ensuite la conformité, ma conformité aux exigences. Et bien sûr, si je suis non conforme, bah, je mets en œuvre des actions correctives. Qu'est-ce qui change? Bah, c'est peut-être le nombre d'exigences. Vous allez peut-être devoir aller regarder d'autres textes qu'aujourd'hui vous ne regardez pas. Par exemple, sur la sécurité de l'information. Est-ce que vous êtes nickel là-dessus? Sur l'éthique des affaires, etc., etc. On va pouvoir aller étendre notre veille. Si Morgane. On va maintenant se pencher sur le chapitre 7 qui traite des ressources nécessaires, notamment au travers des processus de support et autres. Hein. Donc, quelles sont les compétences nécessaires à mettre en œuvre, la communication, les infrastructures, les documents. Donc, ça, c'est les questions telles qu'on se les pose dans le cadre, par exemple, de l'ISO 9001.
Je rappelle aussi, j'en profite pour dire à nos participants que si vous voulez poser des questions, hein, vous pouvez le faire, hein, au travers du chat. Je vois qu'il y en a là qui sont en train d'être écrites en ce moment même. Donc voilà, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin. Et donc voilà, l'idée c'est qu'est-ce que tu suggères, hein, en tout cas pour notamment cette dimension un petit peu des processus support, comment on peut l'intégrer, cette dimension de responsabilité sociétale. Eh ben, si on se cale sur les thématiques de ce chapitre, on a ressources, compétences, sensibilisation, information documentée et on a la communication, mais j'en parle juste après. Bah là, c'est pareil, ça va être assez simple en fait, hein. On va retrouver nos thématiques, si ce n'est qu'on va aller se challenger sur enfin, sur nos enjeux sociétaux en fait, hein. Donc, par exemple, quand on va parler ressources, et ben, c'est pas juste je pilote les ressources, j'achète, je traite mes déchets, etc. Et puis, je suis dans une économie linéaire parce que j'ai toujours fait comme ça. Là, ça marche pas en fait, hein. Aujourd'hui, en 2025, alors même si on avait des études même avant, mais on a de plus en plus cette prise de conscience que nos ressources sont finies. On a dernièrement encore les acteurs des mines de cuivre qui ont alerté en disant que la ressource du cuivre était de moins en moins disponible, qu'il était de plus en plus cher de l'exploiter, hein, d'aller la chercher. Et puis, de toute façon, on est sur une boule finie. Donc, à un moment donné, bah, à force de les consommer sur des ressources qui ne se renouvellent pas, bah, on arrive à épuiser le contenant. Donc, même si ce n'est pas suffisant d'être en économie circulaire, c'est déjà un premier pas de pouvoir aller regarder comment je peux faire autrement pour m'approvisionner en ressources ou bien, ça c'est l'amont, ou bien l'aval, comment je peux faire en sorte que les produits que je mets sur le marché retournent dans une économie circulaire. Est-ce que c'est moi dans mon modèle d'affaires? Par exemple, je fais de la location et donc je maîtrise ma chaîne de valeur en mode circulaire, ou est-ce que je m'inscris dans une filière et ce qui va permettre du coup de gérer l'aval. Et par exemple, je vais faire de l'éco-conception pour pouvoir faire durer le produit dans le temps, qu'il soit facilement réparable. Je vais peut-être pouvoir proposer des pièces détachées, etc. Ça, je vais retravailler mon modèle d'affaires pour m'inscrire dans cette logique de réduction de consommation des ressources, que ce soit en amont ou en aval sur ma chaîne de valeur. Les compétences, bah, c'est pareil, pour adresser ces enjeux de durabilité, il va falloir monter en compétences tout un tas de fonctions dans votre entreprise. C'est pas que le sujet de vous, responsable qualité, qui étendra la fonction RSE. Ça marche pas comme ça. On peut pas siloter d'une part, donc c'est vraiment un sujet hyper transverse. Et puis vous pouvez pas tout porter. Donc il faut monter, il va falloir que les fonctions montent en compétences, que ce soit les opérations, les achats, les RH, etc., etc. Et que ce soit les managers aux opérationnels, on va devoir s'équiper en termes de nouvelles connaissances et compétences pour adresser ces enjeux de durabilité. Sensibilisation, bah pareil, si on veut pouvoir embarquer, si on veut pouvoir transformer les comportements, modifier nos façons de travailler, il va falloir qu'on commence par susciter l'intérêt, ce qui est le principe de la sensibilisation, et construire cette culture de responsabilité sociétale. Alors aujourd'hui, il existe plein d'outils de sensibilisation sur la RSE. Si vous n'en avez pas, vous pouvez me contacter. On regardera ce qu'on peut faire ensemble ou ce que je peux vous proposer d'existant sur le marché. Mais en tout cas, il va falloir bien la construire, cette culture de responsabilité sociétale. Donc, si vous avez déjà des choses qui fonctionnent chez vous, vous leur faire faites, je ne sais pas moi, des défis, vous avez une journée sécurité par an. Enfin, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent. Bah, voyez comment l'étendre à la responsabilité sociétale. Les informations documentées, idem, on va les enrichir, on va vérifier qu'elles soient utiles, pas la peine de charger, que ce soit du papier ou de la donnée digitale. On n'oublie pas que le numérique a un réel impact, donc on retravaille aussi la gestion de ces données numériques. Ça fait partie des enjeux à la fois environnementaux et sociaux. Donc, on regarde ça et on adresse nos informations documentées utiles dans le cadre de nos nouveaux enjeux sociétaux. Et du coup, la communication. Eh bien, la communication, c'est un des fondements de la responsabilité sociétale. Certains disent même que la RSE, ce n'est que de la com. Eh bien, non, en fait, hein. Mais comme ça prend une grande place, oui, effectivement, on parle beaucoup de communication.
Simplement pour pouvoir adresser deux principes clés de la RSE qui sont la redevabilité et la transparence. Le premier, c'est de rendre compte sur les impacts de ces activités et donc de traiter, c'est un deuxième point, et de traiter ou de réparer les effets négatifs. Alors, il n'y a pas de non-conformité en responsabilité sociétale puisqu'il n'y a pas d'exigence. On est sur une démarche volontaire. L'ISO 26000, encore une fois, n'est pas, j'ai vu passer une question, n'est pas une norme certifiante ou certifiable. L'ISO 26000 donne des lignes directrices. Il n'y a pas, à part l'ISO 20121, qui est une norme de système de management responsable sur l'événementiel, il n'y a pas de normes de système de management en responsabilité sociétale. Donc, il n'y a pas de non-conformité en tant que telle. En revanche, le voilà, c'est-à-dire que comme on est redevable des décisions qu'on prend et de nos impacts sur la société, avec un grand S, eh ben, il va bien falloir qu'on traite ces effets négatifs, c'est-à-dire qu'on les évite et, s'ils sont actuels, qu'on les répare. Et donc, finalement, c'est une sorte de non-conformité vis-à-vis des attentes des parties prenantes, si je prends la nature, les générations futures, la société, avec aussi les communautés touchées, etc., etc. Et bien oui, si j'ai des effets négatifs, c'est bien des non-conformités au sens sociétal. Donc on peut l'appréhender comme ça. Et puis la transparence. Euh, Pareil, élément clé, il nous faut une communication qui soit exacte, accessible, actualisée, complète, non trompeuse. Et donc ceux qui font du washing, qui ne communiquent que sur le positif, qui mettent un joli papier cadeau sur quelque chose qui n'est pas très net, etc., eh ben, je suis navrée, mais ils n'appliquent pas un des principes de la responsabilité sociétale, ils n'appliquent pas le principe de transparence. Et donc, bah non, ce n'est pas de la responsabilité sociétale, puisqu'il y a un des sept principes qui n'est pas appliqué. Et c'est comme ça qu'ils perdent en crédibilité. Or, c'est quand même bien dommage. Merci Morgane. On a quelques questions qui commencent à arriver. Vu que c'est des questions assez générales, je te propose qu'on les aborde à la fin de la présentation. Parfait. On va enchaîner avec le chapitre 8, qui est celui du fonctionnement. Finalement, quand on parle de fonctionnement dans l'ISO 9001, par exemple, qu'on connaît, c'est la maîtrise des processus, notamment ceux de production, de prestation de services, tout ce qui est finalement processus qui aboutissent à la satisfaction des besoins clients, mais aussi des processus de conception, d'achat, etc. Donc voilà, maintenant, comment est-ce qu'on peut intégrer la responsabilité sociétale au sein de tous ces processus? Eh ben, on va faire comme on a fait avec la qualité, on va reprendre notre planification opérationnelle, on va y intégrer les enjeux sociétaux prioritaires qu'on aura donc identifiés en partie plane, hein, avec notre analyse de double matérialité. Et puis, on va intégrer donc ces enjeux-là dans notre planification opérationnelle de nos processus, de nos projets, de nos activités. Pour chaque action, eh ben pareil, on va identifier les risques, les opportunités, les parties prenantes concernées, les critères de résultat en termes d'impact. Hein, on va plus parler impact quand on est en responsabilité sociétale. Et donc, on va piloter ça d'un point de vue opérationnel. Donc là, moi, je vous ai proposé un schéma que j'ai euh, légèrement modifié et réactualisé, mais qui existe dans la norme X30036, je vais y arriver, et qui permet en fait de montrer de façon assez générique, donc à voir comment vous pouvez faire la même chose sur votre cartographie des processus à vous. Pour aller regarder ce qui vous est spécifique en termes d'enjeux sociétal. Mais vous pouvez faire ce travail-là et puis regarder comment vous allez pouvoir intégrer finalement de façon très opérationnelle. Ça, c'est voilà, dans votre limite à vous. En responsabilité sociétale, on va aussi faire ça sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis, on va les regarder aussi au niveau, comme je vous le disais, de parties prenantes élargies. Donc, on va plus loin. Mais finalement, on va pareil, on va utiliser les mêmes outils. Vous allez pouvoir aller intégrer la responsabilité sociétale jusqu'à vos procédures, vos modes opératoires quand vous voyez que c'est nécessaire en fonction de vos enjeux prioritaires. Vous allez regarder, euh, voilà, vous allez retravailler votre système opérationnel entre les exigences et les pratiques que vous employez. Grain de sel ici, comme ça permet de finir de répondre à la question d'Alan. Du coup, finalement, ce qu'on va faire, c'est très concrètement des revues de nos processus où on va finalement analyser pardon,
chacun de ces processus clés. Et on va en déduire en fonction hein, des différents objectifs que l'on s'est donnés. Par exemple, les objectifs que l'on s'est donnés en termes de responsabilité sociétale, eh bien, les pistes de progrès, les pistes d'amélioration qui vont nous permettre de définir finalement notre processus to be et qu'on pourra du coup rendre applicable très prochainement et ce vers quoi on va devoir tendre. Donc finalement, c'est du management par les processus, hein, comme vous avez probablement l'habitude de le faire, donc qui peut nous permettre très facilement enfin très facilement, non, mais de manière assez classique finalement, de mettre en place une démarche de responsabilité sociétale. Un On va autre exemple, maintenant. c'est la checklist projet, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui, pour tout projet, au moment de se questionner sur la pertinence du projet, eh ben, regardent, font une petite évaluation sur des critères sociétaux, donc en termes d'impact, de risque, d'opportunité, sur leurs enjeux RSE prioritaires, et regardent aussi si le projet est bénéfique pour ce qui a été déterminé en termes de mission d'entreprise. Hein, ils regardent comment ça s'inscrit. Et du coup, si le projet coche pas certaines cases au niveau de la checklist, eh ben, le projet ne se fait pas. C'est un no-go de la direction. Donc voilà, c'est des outils très concrets que vous pouvez mettre en place, si ce n'est qu'en fait, on va encore une fois étendre aux enjeux sociétaux, à plus de parties prenantes, aux 7 principes clés de la responsabilité sociétale, et on va finalement retravailler ce qu'on fait dans un système de management mature. Merci Morgane pour ce complément. On va aller assez vite sur les dernières slides pour pouvoir Oui. avoir le temps de prendre quelques questions à la fin. Donc maintenant, on va parler de la partie finalement mesure, de la performance, reporting. Donc dans l'ISO 9001, on a l'habitude du suivi de la mesure, de l'analyse, des audits internes, des revues de direction, de la satisfaction client qui est évaluée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans ce sens-là en termes de responsabilité sociétale? Merde, ça va aller vite, tout pareil. Tout pareil. Si vos outils fonctionnent, c'est parfait. Encore une fois, élargissez aux enjeux sociétaux, élargissez à vos parties prenantes, intégrez les principes clés. Ça veut dire quoi? Par exemple, il faudrait évaluer la qualité du dialogue. Ouais, c'est pas juste, OK, est-ce que mon client est satisfait? Hein, donc ça, c'est l'écoute des parties intéressées. Là, en RSE, c'est est-ce que la qualité du dialogue avec mes parties prenantes est OK? Voilà, et donc, vous voyez, en fait, on utilise les outils, mais on va plus loin. Ça, on a une espèce on reprend un peu de hauteur, en tout cas, on élargit, encore une fois, aux enjeux sociétaux, à d'autres parties prenantes et aux 7 principes clés. Mais sinon, tout pareil. Voilà, moi, ça mérite d'être clair et simple. Parfait. Eh bien, on va conclure maintenant avec un petit élargissement et du coup, on va terminer après par vos questions. Donc, je pense que, enfin, j'espère en tout cas que vous avez compris qu'on peut intégrer la responsabilité sociétale dans un système de management de la qualité et que ça peut être évidemment un levier de transformation parce que vous avez des bases solides. Vous avez le PDCA qui est un super outil d'amélioration continue, si ce n'est que vous allez l'élargir à d'autres repères, des exigences, eh ben, vous allez passer aux engagements, des clients, vous allez élargir à plein d'autres parties prenantes. De vos produits, vous allez penser impact global, filière, chaîne de valeur, génération d'impact positif, etc. Et donc, vous allez retravailler finalement ce que vous maîtrisez, mais avec ces nouvelles données, si je peux dire. Donc, on va aller affiner nos risques, opportunités, impacts. On va mettre en place un dialogue structuré. On va assumer des nouveaux choix stratégiques par rapport à nos engagements sociétaux avec une politique qui soit cohérente, unique, des objectifs du coup multidimensionnels, des actions intégrées au processus, un pilotage par les impacts, par les résultats d'impact, et des revues qui soient stratégiques et sociétales du coup. Tout ça va nous permettre d'avoir un système de management intégré, responsable, le fameux SMIR. Superbe. Et en plus, c'est une très très belle synthèse, là, je pense, cette slide. Du coup, je vais te laisser présenter un petit peu ce que tu fais dans ce cadre-là, parce que je pense qu'en plus, on a Armand Guy qui a besoin d'outils de sensibilisation RSE, notamment de sa direction. Donc, je pense que tu peux peut-être l'aider. Alors, c'est juste pas un outil de sensibilisation, on va bien plus loin.
Ce que je vous propose, c'est l'atelier de la fraise des organisations responsables. C'est un atelier, on va au-delà de la sensibilisation, hein. Son intention, c'est, alors on en fait bien sûr qu'on suscite l'intérêt, mais son intention, hein, l'intention de cet atelier, c'est d'aller plus loin. Donc moi, je suis la co-créatrice de cet atelier avec Laurent Boisseuil. Aujourd'hui, on l'a animé auprès environ d'une centaine d'équipes de direction au sens large, hein, donc COMEX, CODIR, mais aussi équipes de direction dans des plus petites structures, jusqu'au manager. Et cet atelier, une demi-journée, on va travailler sur le pourquoi. Pourquoi finalement intégrer la responsabilité sociétale, pourquoi on parle de pérenniser son entreprise finalement, quelles sont les dérives de notre système dominant et pourquoi ça peut mettre en difficulté votre business. On va regarder comment je peux faire mieux, qu'est-ce que vous faites déjà, comment font vos concurrents, comment font vos clients, fournisseurs, votre secteur d'activité. Qu'est-ce que vous faites vous déjà, mais qu'on pourrait améliorer, ou qu'est-ce qu'il faudrait au contraire arrêter? On va regarder le comment. Et puis, on a une dernière partie sur les actions. L'idée, c'est vraiment un atelier pour se mettre en mouvement, par quoi l'équipe de direction peut commencer dès le lendemain de l'atelier. Et donc, on prend un engagement sur, OK, demain, on démarre par ça. Et c'est le livrable de l'atelier. Le livrable de l'atelier, c'est ce que vous avez à l'écran, une fresque avec différentes cartes qui sont un prétexte en fait à amener de l'échange et de l'alignement dans l'équipe de direction et les actions prioritaires, les quelques actions prioritaires, ce par quoi on peut tout de suite démarrer. Donc, si vous avez des questions là-dessus, eh ben, Fraise des organisations responsables, soit son site internet, sinon sur mon LinkedIn ou mon mail, puisque vous avez mes coordonnées dans le replay. Du coup, le lien vers le site fraise des organisations responsables.org a été partagé dans le chat. Vous pouvez Merci. tout de suite y accéder. Et comme le disait Morgane, vous trouverez nos coordonnées là directement ici, là sur la slide également. N'hésitez pas à vous connecter avec nous sur LinkedIn, à venir échanger. Ce sera avec grand plaisir. J'en profite aussi avant la réponse aux questions pour vous préciser que du coup, on édite de notre côté une suite logicielle, un système de management qui va vous permettre de mettre en place tout ça de manière très fluide, notamment autour des thématiques, des processus, de l'amélioration continue et du risk management. Alors, on avait plusieurs questions déjà. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un mot d'EcoVadis un petit peu dans le cadre de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Alors, sachant qu'effectivement, il s'agit surtout des chaînes d'appro, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça va quand même venir se connecter un petit peu avec tout ce qu'on a dit autour d'intégrer la RSE dans ces processus. Alors, Ecovadis, c'est une entreprise privée qui propose une solution de questionnaire en ligne pour évaluer le niveau de maturité de l'entreprise sur les questions de responsabilité sociétale sous forme de système de management responsable. En fait, comme c'est un questionnaire dans lequel vous devez intégrer des preuves documentées, il cherche à savoir comment vous avez structuré votre système de management responsable. Et oui, effectivement, il y a de plus en plus de clients qui utilisent cette plateforme et du coup qui demandent à leurs sous-traitants ou fournisseurs de se faire évaluer via Ecovadis pour pouvoir rentrer dans des appels d'offres, voire même qui demandent des notes minimales. Moi, j'ai le cas avec un client, des notes minimales pour être shortlisté au niveau des appels d'offres. Donc voilà, et en fait, ils emploient le PDCA, hein, ils se sont basés sur une structure système de management et ils évaluent comment vous avez structuré ça au niveau de votre entreprise sur environnement, social, éthique et achat responsable. Et puis dessous chaque grand volet, vous avez des sous-thématiques. C'est plus clair, merci beaucoup. Alors, a priori, on a une demande aussi sur un baromètre, parce qu'on a parlé du baromètre tout à l'heure de la performance des organisations. Est-ce que toi, tu connais un baromètre RSE avec des retours d'expérience des différentes organisations par secteur, par exemple? Oui, bah, vous avez l'Impact Score qui est gratuit, qui est sur Mouvement Impact France. L'Impact Score, ça vous permet de vous auto-évaluer et vous avez accès à ce qu'ont fait les autres entreprises du secteur qui veulent bien publier leurs résultats. Donc ça, c'est gratuit. Voilà, parce que EcoVadis, vous avez aussi l'évaluation des entreprises de votre secteur, mais il faut avoir un compte EcoVadis. Donc l'Impact Score, c'est gratuit. Euh, et Laurent Boisseuil, que vous pouvez aussi trouver sur Internet, peut vous aider à le remplir puisque il est référent, entre autres, hein, il y en a d'autres,
sur l'impact score. Donc ça, voilà, c'est un exemple. Puis après, si vous regardez bien sur le net, vous pouvez trouver aussi des petits fichiers Excel. Vous avez les entreprises aussi qui ont construit des labels type AFNOR, type Lucie, type B Corp aussi. B Corp, vous pouvez aussi accéder de façon gratuite à leur évaluation, à leur système d'évaluation, qui est assez dense, hein, B Corp, c'est plus dense que l'impact score, mais ça vous permet de savoir où vous en êtes. Et puis surtout, bah, B Corp, comme impact score, c'est gratuit en ligne. Donc, c'est des très bonnes façons de s'auto-évaluer. Si. D'ailleurs, on avait une remarque hein, par rapport à ce qu'on vient de dire par rapport aux différents labels, etc. Du coup, est-ce que EcoVadis, etc., Bicorp et compagnie, est-ce que ça se recoupe avec l'ISO 26000 Tu sais quoi, Victor? Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un troisième webinaire sur cette question des labels et des certifications ou des évaluations. Parce qu'en fait, le sujet, là encore, est très dense, mais très brièvement, un label, c'est une boîte privée qui a créé donc un référentiel, qui a créé aussi du coup un parcours de labellisation. Vous avez des très connus comme RSE engagé de l'AFNOR, le B Corp, Lucie, et puis vous avez PME+, pour les plus petites structures. Ça, c'est les génériques. Et puis après, vous avez des labels thématiques. Euh, Good Place to Work, vous avez des labels sur la biodiversité, enfin, vous en avez plein. Il y a plein, 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 plein de labels. Euh, et puis derrière, vous avez aussi un autre système qui sont les évaluations. Donc vous avez EcoVadis, vous avez ZEI, voilà, et qui sont des solutions payantes, ou vous avez des solutions type l'Impact Score, qui est une solution gratuite. Et du coup, c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver parce que eh ben, c'est un marché qui s'est créé autour de la labellisation RSE parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de certification sur la responsabilité sociétale, hormis le système de management responsable dans l'événementiel avec l'ISO 20021, que vous pouvez aussi aller regarder parce que même si vous n'êtes pas dans l'événementiel, la structure est intéressante. Sinon, vous avez la X30036 qui vous donne la structure d'un système de management responsable, mais il n'y a pas de certification derrière. Je rappelle que l'ISO 26000, elle n'est pas certifiante, qu'il existe un label qui d'ailleurs joue sur le nom, et je trouve ça pas très éthique, mais bon, bref, je referme la parenthèse, qui s'appelle ISO 26001, mais ce n'est qu'un label, c'est-à-dire que c'est une boîte privée qui a créé un référentiel et qui derrière labellise avec des critères qu'elle a définis et qui donne une médaille. C'est assez étonnant, Tu, tu effectivement, te compte marres. tenu des enjeux. Ah, je me marre, ouais, compte tenu des enjeux de la RSE, je me marre. Euh, ok, en tout cas, pour moi, c'est plus clair de ce point de vue-là. Euh, on avait une question intéressante de Hans qui demandait si la mise en place de démarches RSE présentait un intérêt pour les très petites entreprises, notamment de services, voire même pour les professions libérales, compte tenu ben, du fait qu'ils sont seuls ou très peu nombreux Mm. et qu'ils ont donc des ressources limitées. Alors, les TPE, un grand oui. Et je fais coucou à Anne-Claude. On a fini une première mission et on va poursuivre avec une TPE de 24 personnes qui avait des exigences hein, d'un client bien plus gros que lui. Le dirigeant était déjà convaincu, mais c'est vrai qu'il n'avait pas structuré. En revanche, il faisait déjà beaucoup de choses dans son entreprise. On l'a aidé du coup à structurer, à identifier tout ce qu'il faisait déjà. On lui a permis d'obtenir la médaille Platinum à EcoVadis, ce qui est juste une super reconnaissance pour lui dans son secteur d'activité vis-à-vis de ses clients. Et ils ont de l'impact. Et on a des sujets, on a des vrais enjeux sociétaux business. Ils sont dépendants aujourd'hui d'une ressource, en l'occurrence, eux, c'est l'acier. Voilà, comment on adresse ça? Si demain l'acier se prend 30-40% d'augmentation tarifaire, si demain, il n'y en a même plus, ou en tout cas que c'est difficile d'accès, comment on fait, vu que leur business est dépendant de ça? Tu parlais des services, c'est pareil. Là, je travaille actuellement je mentor actuellement une consultante qui travaille dans l'économie sociale et solidaire. Et ben, on va ensemble les accompagner sur la responsabilité sociétale. Et il y a plein de choses à faire dans les services, dans les relations mutuellement bénéfiques avec ces parties prenantes, dans la création d'impacts positifs, etc. Et quand on est seul, eh ben, quand on est seul, on a aussi des impacts négatifs et on peut aussi avoir de l'impact positif. Donc oui, ça vaut le coup de retravailler sur sa mission, ça vaut le coup de communiquer autour de ses valeurs, ça vaut le coup de regarder ses impacts.
Et je fais recoucou à Anne-Claude sur le numérique responsable, par exemple. Une profession libérale, elle a aussi des locaux, elle a aussi un impact numérique. Bah, tout ça, on peut aller les regarder. Et puis, je fais coucou aussi à Gérard Capelli, qui est une référence, un mentor pour moi sur ce sujet RSE, QSE. J'ai vu qu'il avait participé, je suis trop fière. C'est celui qui m'a inspiré beaucoup il y a quelques années. Donc, merci d'avoir été là.